À titre d'introduction, on peut dire que le mot holisme a été introduit par un homme politique d'Afrique du Sud du nom de Jan Smuts en 1926. À l'époque et dans l'usage de cet homme politique, le terme désigne la tendance de la nature à former des entités plus grandes que la somme des parties. Smuts, à l'époque, donc, se situait dans le débat autour de l'évolution naturelle et de la philosophie des sciences et se revendiquait comme holiste. Dans les sciences sociales, le terme holisme a connu un succès important mais aussi paradoxal. En effet, peu de sociologues dits holistes se sont revendiqués comme tels. Durkheim, par exemple, est souvent présenté comme le fondateur de l'approche holiste, alors qu'il n'a lui-même jamais utilisé le terme. La même chose est observable chez Bourdieu, lui aussi considéré comme un sociologue holiste. Lorsqu'on s'intéresse à ces deux sociologies, celle de Bourdieu et celle de Durkheim, on peut montrer que chacun de ces auteurs développe deux types de holisme qui ne se recoupent pas toujours. Autrement dit, l'acception traditionnelle du terme holisme englobe non pas un, mais deux paradigmes, soit le holisme durkheimien et le holisme bourdieusien. Ce que ces deux approches ont en commun, et qui leur vaut donc une appellation commune, sont les deux points suivants. D'une part, l'idée qu'un phénomène sociologique ne peut s'expliquer par l'interaction d'individus placés dans un contexte donné. Et d'autre part, que le recours aux individus dans l'explication sociologique est superflu, tout au plus secondaire. À ce trait commun s'adjoignent deux autres caractéristiques. Premièrement, une conception dite anti-réductionniste de la sociologie, c'est-à-dire une conception qui l'entend comme une discipline scientifiquement indépendante, ne pouvant être mise en cause par d'autres disciplines, en particulier par la psychologie. Et puis, deuxième caractéristique, l'idée organiciste, c'est-à-dire l'idée selon laquelle seule une entité sociale peut être la cause d'une autre entité sociale. Cette idée suppose qu'il existe des faits sociaux sui generis, c'est-à-dire de son propre genre, et des relations causales spécifiques à ce type de phénomène. Elle s'énonce par l'expression « le tout est irréductible à la somme de ses parties ». Pour entrer plus en détail dans ce cours sur le holisme, nous traiterons de trois principaux points. Premièrement, nous développerons un peu plus le holisme durkheimien, puis le holisme bourdieusien, et enfin, nous développerons quelques différences principales entre ces deux types de holisme. Premièrement, donc, le holisme durkheimien. Première chose que l'on peut préciser concernant le holisme durkheimien, ce sont trois caractéristiques qui viennent le spécifier. Premièrement, dans ce holisme durkheimien, les explications des comportements individuels et les explications de phénomènes résultant de l'agrégation des comportements individuels diffèrent nomologiquement, c'est-à-dire dans leurs lois. Deuxième caractéristique, précisément, les caractéristiques et l'identité des individus ne sont pas pris en considération dans l'explication sociologique. Et puis enfin, les régularités sociologiques ne correspondent pas à des régularités psychologiques. Deuxième idée pour préciser ce holisme durkheimien, c'est l'image de la technique du tamis. En effet, pour mieux cerner les spécificités du fait social, l'image de la technique du tamis, autrement nommée l'explication du filtrage, est mobilisée par Durkheim pour expliquer l'apparition de la division du travail, peut nous aider. Avec l'accroissement de la densité et du volume de la population dans une société donnée, nous dit l'auteur, la concurrence pour l'accès aux biens premiers s'accroît. Dans ce contexte, les plus faibles disparaissent ou se spécialisent. La division du travail s'explique donc, selon Durkheim, par une spécialisation accrue, laquelle résulte d'une adaptation à un environnement surpeuplé. Dans le raisonnement de l'auteur, l'environnement constitue donc un filtre
entraînant la mort des sociétés qui ne se spécialiseraient pas. Cette explication apparaît largement suffisante pour Durkheim, à tout le moins elle peut se suffire à elle-même. Peu importe en effet de ne pas connaître les stratégies, les formations ou même les expériences des individus. De même que peu importe de ne pas trouver une propriété explicative commune à tous les individus. Ici, le phénomène de division du travail s'explique uniquement par l'augmentation de la densité et du volume des sociétés. L'explication du filtrage ne fait donc aucune référence au comportement ou à l'identité des individus. Elle ne rapporte la régularité sociologique observée, c'est-à-dire la relation entre densité et division du travail, à aucune régularité psychologique. On peut poursuivre cette explication du holisme durkheimien en prenant l'exemple du suicide. En effet, en 1897, Émile Durkheim publie Le suicide. Il s'agit d'expliquer dans cet ouvrage la variation du taux de suicide dans un certain nombre de pays européens. Soulignons les principales différences pour Durkheim entre taux de suicide et suicide individuel. Premièrement, l'étude des taux de suicide dans une société donnée offre des régularités plus nombreuses et plus significatives que l'analyse des fréquences de suicide individuel. D'autre part, le suicide individuel est un fait dont il faut expliquer l'apparition, alors que ce dont il faut rendre compte dans le taux de suicide est sa variation. Enfin, le suicide individuel est un phénomène exceptionnel et considéré comme pathologique, tandis que le taux de suicide est normal et stable dans toutes les sociétés. On perçoit alors l'importance, pour Durkheim, de ne pas attribuer au phénomène collectif, c'est-à-dire les faits sociaux, les mêmes propriétés que l'on attribue au phénomène individuel, aux faits individuels. Ces différences de propriété entre ces phénomènes sont une condition nécessaire pour pouvoir concevoir des lois sociologiques indépendantes des lois psychologiques. Enfin, pour conclure cette rapide présentation du holisme durkheimien, on peut préciser les 4 types de suicides qu'il propose dans cet ouvrage. En effet, ces 4 types de suicides sont les suivants. Le suicide altruiste, c'est un suicide, selon Durkheim, qui est particulièrement développé dans les sociétés où l'intégration est suffisamment forte pour nier l'individualité de ses membres. L'individu est tellement absorbé d'une certaine manière par son groupe que sa vie ne peut exister en dehors des limites de ce groupe. Exemple, le suicide des prêtres de certaines religions orientales, le suicide de commandement de navire qui ne peut envisager sa vie sans son bateau et préfère couler avec le bateau, le suicide des militaires jeunes retraités ou encore le suicide de soldats après une défaite pour préserver leur honneur. Deuxième type de suicide, le suicide égoïste. Ce suicide égoïste, à l'inverse du précédent, résulte d'une individualisation démesurée qui s'affirme au détriment du moi social et d'une désagrégation de la société. Il est le signe d'une société trop déstructurée pour fournir un motif valable d'existence à certains de ses membres. C'est par exemple le suicide de l'adolescent solitaire ou encore celui de l'amour solitaire romantique, par exemple celui de Madame Bovary. Troisième type de suicide, le suicide anomique. Ce suicide anomique est dû à des changements sociaux trop rapides pour que les membres d'une société puissent adapter leurs repères moraux. Le mot anomie vient du mot grec anomia, qui signifie absence de règle, violation de la règle. Durkheim utilise ce terme en insistant sur son aspect sombre et négatif, c'est-à-dire la rupture des règles qui peut être très néfaste au psychisme et conduire au suicide. Ce type de suicide croît de façon proportionnelle au dérèglement d'ordre social et économique.
Qu'il s'agisse de crise boursière ou d'embellie économique, nous dit Durkheim, le taux de suicide augmente parce que l'individu perd ses repères et ses régulateurs. Enfin, quatrième type de suicide, le suicide dit fataliste. Il se définit par la prise en compte par l'individu d'un destin muré, d'un destin immuable. C'est le suicide, par exemple, du kamikaze, c'est-à-dire de celui dont l'avenir est muré. Ce peut être aussi le suicide des époux trop jeunes ou celui des esclaves, des prisonniers. Toujours est-il que, pour l'auteur, l'affaiblissement des liens sociaux constitue une des causes explicatives principales du taux de suicide. Ainsi, nous n'avons pas besoin de savoir pourquoi, c'est-à-dire l'explication individuelle, pourquoi les individus se suicident pour expliquer le taux de suicide. Nous n'avons pas non plus besoin de contrôler que ce sont les personnes les plus désocialisées qui se suicident. Nous retrouvons donc ici la même structure argumentative que pour l'explication de la division du travail. Le suicide individuel et le taux de suicide ne s'expliquent pas de la même manière. L'explication sociologique du taux de suicide n'a pas besoin d'une théorisation du comportement individuel, puisque les causes diffèrent selon qu'il s'agit d'individus ou de phénomènes collectifs. Il faut bien admettre l'existence d'une indépendance méthodologique des explications des phénomènes collectifs et des explications des phénomènes individuels. Cette indépendance est le point central de l'approche holiste de Durkheim. Deuxième point, le holisme bourdieusien. Pour préciser ce holisme, nous allons commencer par essayer de préciser les proximités des distances entre le holisme bourdieusien et le holisme durkheimien. En 1979, Pierre Bourdieu publie La distinction critique sociale du jugement. Tout comme Durkheim, cet ouvrage étonne du fait du choix même de son sujet, l'étude sociologique du goût. En effet, si le suicide est un acte individuel isolé, donc ne pouvant faire l'objet d'une analyse sociologique, le goût est également souvent perçu comme un des éléments constitutifs de l'individualité et de la spécificité des personnes. On entend par exemple fréquemment « à chacun ses goûts ». Bref, on peut entendre nombreuses maximes qui tendent à souligner le caractère irréductible des goûts à l'individualité. Et le parallèle avec Durkheim s'arrête là. En effet, alors que Durkheim souligne le caractère individuel du suicide pour mieux montrer le caractère social du taux de suicide, Bourdieu, lui, récuse la prétendue subjectivité du jugement de goût. Autrement dit, dans cet ouvrage, La distinction, c'est bien le goût individuel qui est pris pour objet d'analyse. Deuxième point caractéristique du holisme bourdieusien. Pour caractériser ce holisme, on peut avancer trois caractéristiques majeures. Premièrement, les comportements individuels sont conçus comme des phénomènes sociaux. Deuxièmement, les comportements individuels et les phénomènes collectifs s'expliquent de la même façon par d'autres phénomènes sociaux. Et enfin, les régularités psychologiques s'expliquent en grande partie par des variables macrosociologiques. Bourdieu refuse l'idée selon laquelle la société et l'individu seraient opposés. Dès lors, les phénomènes individuels n'ont plus une place particulière par rapport aux phénomènes sociaux, ils deviennent des phénomènes sociaux à part entière, voire des événements qui viennent exemplifier des processus sociaux plus généraux. Le concept d'habitus permet précisément de lier, dans la conception de la sociologie de Bourdieu, individus et société et non plus de les opposer. En effet, si Bourdieu maintient une opposition, ou s'il maintenait une opposition entre individus et société, il se contenterait de montrer que les comportements et les goûts individuels s'expliquent simplement par les origines sociales. Or, il va au-delà puisque individus et société pour lui ne sont pas opposés. Ils sont les deux faces d'une même réalité, à l'exemple de la pièce de monnaie qui présente un côté pile et un côté face. C'est le concept d'habitus qui fait le lien, pour Bourdieu, entre l'individu et la société. Il dira à ce titre, parler d'habitus, c'est poser que l'individuel et même le personnel, le subjectif, est social, collectif. L'habitus est une subjectivité socialisée, une sorte
d'intériorisation de l'extérieur. Troisième point pour expliquer ce holisme bourdieusien, précisons la façon dont Bourdieu explique les goûts donc individuels. Dans cet ouvrage, donc La distinction, Bourdieu démontre que les comportements individuels deviennent des variables dépendantes, explicables par des variables macrosociales. Les conditions d'existence, l'environnement économique, social et culturel, ces conditions d'existence, donc, structurent l'habitus en tant que sens pratique. La cause première des goûts individuels réside dans les conditions d'existence, c'est-à-dire dans cet environnement économique, social et culturel de tout à chacun. Ce sont donc ces conditions d'existence qui viennent structurer l'habitus en tant que sens pratique, c'est-à-dire, de façon plus compliquée, en tant que schème d'action et de perception. Ce sens pratique, en effet, constitue le point de repère spontané à partir duquel les individus vont construire leur manière d'être, leurs valeurs et leurs goûts. Acquérir un goût consiste alors à attribuer un classement à un ensemble d'objets physiques. Ce classement dépendra des conditions initiales d'existence, puisqu'il sera conditionné par un habitus dépendant de l'environnement. Cet habitus peut transmettre les goûts déjà présents dans la classe d'origine ou les transformer dans des directions socialement déterminées. Dans la mesure où les goûts sont essentiellement conditionnés socialement, la façon dont ils influent sur d'autres phénomènes sociaux sera également socialement déterminée. La classe sociale d'appartenance est donc pour Bourdieu la cause aussi bien des goûts, par exemple, que des sentiments amoureux. Le holisme bourdieusien considère donc qu'un ensemble de phénomènes sociaux peuvent être mobilisés pour expliquer d'autres phénomènes sociaux, ainsi que des actions individuelles elles-mêmes considérées comme sociales. Donc, pour le holisme bourdieusien, les goûts individuels ne sont pas du tout exclus de l'analyse sociologique. Bien qu'individuels, les goûts s'expliquent de la même manière que des phénomènes sociaux, c'est-à-dire par les conditions d'existence et l'habitus. Et enfin, les régularités en matière de goût individuel sont rapportées à des variables macrosociales, en l'occurrence l'appartenance à une classe sociale. Troisième point, les principales différences entre ces deux types de holisme que sont le holisme durkheimien et le holisme bourdieusien. Première différence, donc, on la situe au niveau de la conception des comportements individuels. En effet, le holisme durkheimien considère les comportements individuels comme extérieurs au domaine de la sociologie. Le taux de suicide prend ainsi son indépendance scientifique par rapport au suicide individuel, même s'il est évident qu'il repose ontologiquement, c'est-à-dire du point de vue de l'être, sur ces derniers. Dans cette perspective, les hypothèses faites sur le comportement individuel ne peuvent pas expliquer les phénomènes sociaux. Ainsi, la distinction entre le niveau micro-social et le niveau macro-social est absente dans cette approche parce qu'il n'existe pas de niveau micro-social. Concernant le holisme bourdieusien, en revanche, ce holisme explique les comportements individuels par des variables macro-sociales. Ces comportements relèvent donc pleinement d'une analyse sociologique. Dans cette perspective, la société est la variable principale capable d'expliquer la psychologie individuelle. Dans ce raisonnement, la distinction micro-sociale-macro-sociale n'a pas lieu d'être, mais cette fois parce que l'auteur n'accorde aucune différence méthodologique entre le niveau individuel et le niveau social. Autrement dit, alors que chez Durkheim, le niveau micro-social n'est pas pris en compte par l'analyse sociologique, chez Bourdieu, ce niveau micro-social ne s'analyse qu'en référence au niveau macro-social. Deuxième différence entre ces deux types de holisme, on le situe au niveau des relations de la sociologie avec les autres disciplines des sciences sociales. Historiquement, le holisme durkheimien se soucie avant tout de l'institutionnalisation de la discipline et donc de son indépendance vis-à-vis des autres disciplines, particulièrement la philosophie et la psychologie.
C'est la raison pour laquelle Durkheim s'efforce de définir et de mettre en place une méthode rigoureuse de la démarche sociologique qui lui assure dans le même temps sa scientificité. La sociologie produit donc des régularités et des explications nouvelles par rapport à la psychologie, par exemple, sans toutefois empiéter sur son domaine d'investigation. Donc, pour le holisme durkheimien, il ne s'agit pas d'affirmer que les individus se suicident pour des raisons sociologiques, ni que la sociologie puisse avoir un regard quelconque sur le suicide individuel. Au contraire, malgré la contingence des choix individuels, une régularité sociale émerge, et c'est là précisément la légitimité de la sociologie. Concernant le holisme bourdieusien, celui-ci s'apparente davantage à ce qu'on pourrait appeler une sorte d'impérialisme sociologique. En effet, en affirmant plus ou moins radicalement le principe selon lequel tout est social, Pierre Bourdieu fait le pari que tout peut faire l'objet d'une explication sociologique. Dans cette perspective, la discipline entre en compétition avec la psychologie, par exemple, voire à certains moments avec la biologie. Le débat entre l'inné et l'acquis masque ainsi un conflit entre la sociologie et la biologie pour la définition de leur champ d'investigation. Le holisme bourdieusien défend donc une attitude conquérante quand le holisme durkheimien ne défendait qu'une position de construction de la discipline comme science autonome. Troisième et dernière différence entre ces deux types de holisme que l'on peut repérer, elle se situe au niveau de l'objet même de la discipline. Le holisme durkheimien recherche un objet spécifique de la sociologie, et de ce point de vue, le taux de suicide, par exemple, ne peut être expliqué autrement que par une approche sociologique. Là encore, l'enjeu pour Durkheim est de fonder le caractère scientifique de la discipline. Et c'est en se définissant des objets spécifiques que la sociologie peut se définir comme science autonome. Cette entreprise implique que tout ce qui est social n'est pas nécessairement sociologique. Ainsi, les objets de la sociologie pour Durkheim sont alors peu nombreux, bien circonscrits, mais spécifiquement sociologiques. Le holisme bourdieusien, pour sa part, adopte une attitude tout à fait opposée. En effet, ce holisme opte plutôt pour une multiplication des objets de la sociologie, impliquant que tout phénomène susceptible d'être influencé par l'environnement social peut faire l'objet d'une explication sociologique. Les goûts, mais aussi les attitudes, les comportements et les croyances deviennent des objets d'analyse sociologique. La science également, comme tout produit de l'esprit humain, y compris la sociologie elle-même, peuvent faire l'objet d'une analyse sociologique. Dans cette perspective, la question de la spécificité de la discipline se pose moins, c'est sa puissance explicative qui est mise en avant. Bien plus, la sociologie ici n'a pas un objet qui lui est spécifique, mais présente un regard spécifique sur des objets communs à d'autres disciplines. En guise de conclusion, on dira que le holisme, quelle que soit sa version, soutient que le tout est plus important que la somme des parties. Mais selon la tradition intellectuelle, cette expression prend deux significations différentes. Dans le cas du holisme durkheimien, l'expression signifie que le niveau sociologique ne peut être expliqué par des comportements individuels, car il existe des lois propres au social qui n'apparaissent qu'au niveau macrosocial. Par exemple, le taux de suicide est scientifiquement indépendant, donc irréductible au suicide individuel. Dans le cas du holisme bourdieusien, cette expression signifie que l'on peut expliquer les parties par le tout. Ainsi, ce ne sont pas les goûts individuels qui expliquent l'ordre social, mais l'ordre social qui explique les goûts individuels. Il y a donc deux définitions du holisme en sociologie. Le holisme durkheimien suppose que les faits sociaux doivent être étudiés indépendamment de leurs manifestations individuelles et qu'ils doivent être considérés comme relevant d'une catégorie d'objets causalement indépendants. Pour le holisme bourdieusien, les faits sociaux rendent compte d'autres phénomènes sociaux et aussi de certains phénomènes individuels. Il y a une interaction causale entre individus et la société, et la tâche du sociologue est pour une part de saisir des influences sociales que subissent les individus.